Bonjour, aujourd'hui je suis en compagnie de Julien, également de Cyril, et nous allons parler du Docteur, de la série Doctor Who qui fête ses 50 ans là ce soir. Un épisode spécial sera diffusé sur France 4 à cette occasion, à 21h. Et donc là, maintenant, on va tout simplement consacrer cet Extra Life à cet événement majeur pour la planète geek. Bienvenue dans Extra Life. Alors déjà, on va commencer un petit peu par le Doctor Who, la série. Vous l'avez... Si je peux me permettre, je t'interromps tout de suite. Je te corrige parce que France 4 a annoncé l'épisode spécial à 21h, mais il va passer à 20h50 finalement. Il va passer à 20h50. Voilà, donc okay. Important de le préciser. Attention, ne ratez pas le début, parce que sinon vous allez être triste. C'est clair, c'est clair. Merci beaucoup pour cette précision. Donc du coup, la série, elle a connu deux grandes époques. C'est une série qui a été créée en 1963 et ensuite elle s'est arrêtée, elle a été reprise en 2005. Vous avez connu quelle partie de cette série? La première partie historique ou plutôt la seconde partie? Moi, je commence. Alors, moi, en fait, je connaissais de nom avant, puisque dans le milieu du geek, souvent, en fait, à l'époque où moi j'étais déjà un geek, il n'y avait pas Internet, mais il y avait des gens qui étaient déjà allés en Angleterre, et puis ils disaient Doctor Who, c'est quand même mortel et tout. Alors, en France, c'était super confidentiel. Je crois que ça a été diffusé, mais très très peu. On était plutôt dans le trip Star Trek et tout à l'époque, voilà. Et puis j'avais entendu parler des Daleks. Ouais. Voilà. Et après, j'ai vu des Daleks quand il y a eu Internet. Alors, le truc qui ressemble à un pot de yaourt renversé, tu fais c'est ça qui est puissant. Bah d'accord, bon super. Et puis quand ça a recommencé en 2005, il y a des gens qui m'ont dit faut regarder, ça tue. Et j'ai pas vu en 2005, j'ai vu bien après, peut-être en 2009, quelque chose comme ça. Et je me suis tout avalé d'un seul coup parce qu'effectivement ça tue. Voilà. Et après j'ai essayé de regarder des vieux épisodes, mais là malheureusement c'est une série qui a beaucoup vieilli, donc c'est on va dire c'est pour ceux qui aiment vraiment et qui veulent découvrir un peu l'historique et toute la mythologie de Doctor Who. Et toi Julien? Moi c'est un petit peu pareil en fait, je connaissais vaguement, j'avais une vague connaissance de Doctor Who en tant que série, je savais pas trop de quoi ça parlait. Pour l'anecdote, pour ceux qui ont joué au premier Fallout, on pouvait faire des rencontres cheloues dans le désert si on avait un indice de chance élevé. Et l'une de ces rencontres, c'est une cabine de téléphone bleue, et quand on s'approche, elle disparaît en faisant... et c'est bien plus tard, en voyant Doctor Who, j'ai fait « Ah, mais c'était ça, en fait !» Et donc voilà. Et en fait, j'avais vu le téléfilm de 98, avec 96, avec le 8e Docteur, qui était passé, je crois, sur M6 ou une chaîne quelconque, sauf qu'ils avaient appelé ça « Le Seigneur du Temps ». Et en fait, je l'avais vu à l'époque. Et pareil, c'est bien plus tard. Mais ça me dit quelque chose, ce truc quand même. Et en fait, ça confirme ce qu'on dit. On dit souvent c'est le premier Docteur qu'on découvre qui reste notre préféré. Et moi, j'ai beaucoup d'affection pour le 8e Docteur, même si le téléfilm est pas terrible. Peut-être parce qu'effectivement, je l'ai découvert en premier. Donc justement, on parle un petit peu de 8e Docteur, etc. Il faut savoir qu'il y a quand même des points d'ancrage à la série qui sont essentiels. Donc le Docteur est un personnage qui a la capacité de se régénérer. Et donc du coup, on a un certain nombre de saisons de Doctor Who avec systématiquement un acteur différent qui incarne ce personnage. Et donc en changeant, en se régénérant, non seulement il change son aspect physique, mais également en partie sa personnalité tout en conservant tous ses souvenirs. Et il y a également des images emblématiques de la série comme le TARDIS, donc cette cabine téléphonique qui permet de voyager à travers le temps. Et une cabine téléphonique qui a un aspect extérieur tout à fait normal, donc c'est une petite cabine, mais quand on rentre dedans, c'est absolument gigantesque. Donc déjà là, on rentre un petit peu dans tous les paradoxes, et puis ce jeu constant avec les références de SF, avec plein de références prises un peu partout. Et puis on a également le compagnon. Le Docteur est accompagné très souvent d'une jeune femme qui est un petit peu le reflet du spectateur et qui permet de rentrer plus facilement dans la série. Et puis on a également cette personnalité du Docteur qui est juste invraisemblable. Il est très british, il est également exubérant. En même temps, il est inquiétant, il est drôle, mais il y a beaucoup d'épisodes qui sont complètement dramatiques. Et surtout ce brassage d'influences qui est juste spectaculaire et qui fait que les geeks, les gens qui s'intéressent à plein de cultures différentes, ils retrouvent systématiquement de quoi se nourrir, des choses qui vont leur parler. Alors moi j'ajouterais un truc, c'est que justement il y a toute cette iconographie Doctor Who avec le TARDIS, le tournevis sonique maintenant, ce qui n'était pas le cas dans les vieilles séries a priori. Mais c'est assez difficile de s'imaginer ce qu'est la série en voyant ça. C'est-à-dire que moi, effectivement, je voyais le TARDIS, des trucs comme ça donne pas forcément envie de rentrer dans la série, alors que bon,
chez les Britanniques, c'est quand même, dès qu'ils voient un TARDIS, même quand ils voient une cabine téléphonique bleue de police, ils font « Ah, c'est le TARDIS !» Bon, voilà. Et il faut rentrer dans la série parce que il y a effectivement les histoires qui sont très intéressantes, les scénarios de folie, mais il y a aussi les personnages. Et c'est les personnages qui font la série. Et il faut faire l'effort un peu de rentrer dedans, de regarder les épisodes dans l'ordre, de commencer au début d'une saison et tout, pour vraiment rentrer dedans. Mais par contre, une fois qu'on est dedans, effectivement, après, toutes ces icônes-là, on les reconnaît du premier coup d'œil, on est vraiment attaché à ça. Voilà, c'est ce que je voulais dire sur la série. Ah, mais carrément. Et toi, qu'est-ce qui rend cette série complètement marquante pour toi? Qu'est-ce qui t'a accroché d'emblée ou au fur et à mesure? Il y a je sais plus comment s'appelle ce présentateur de talk-show américain qui est un grand fan de Doctor Who. Non, je pense que c'est pas Conan O'Brien qui a eu cette formule en disant que voilà, justement pour comment définir Doctor Who, il disait c'est le triomphe de la romance et de l'intelligence sur la force brute et le cynisme. Et pour moi, vraiment, Doctor Who, je me reconnais dans cette définition-là, parce que c'est de l'aventure, c'est beaucoup d'ouverture d'esprit, en fait, sur plein de choses. C'est parfois des concepts un peu perchés qui marchent plus ou moins bien, mais il y a toujours quelque chose de nouveau dans les épisodes. On ne sait jamais vraiment où le docteur va nous emmener, finalement, dans chaque nouvel épisode. Et c'est une qualité incroyable pour une série, cette capacité à tout le temps se renouveler, à pouvoir aller n'importe où dans l'espace et le temps. Enfin, on ne peut pas faire mieux que ça, quoi. Et moi, ce qui m'avait accroché, c'est que j'ai commencé par le 9e Docteur, série 2005. D'ailleurs, qui est une saison qui est assez difficile à voir quand maintenant, elle a quand même vieilli, quoi. Et le premier épisode est assez bizarre, hein, un peu quelconque du point de vue d'un Français, puisqu'il fait référence à un vieil épisode britannique qui était assez connu. Donc avec des mannequins qui tirent sur les gens et tout, ça fait super cheap. Enfin, bon. Et puis après, il y avait le teaser pour l'épisode suivant. Et c'est ça qui m'a accroché. Je fais ah putain merde, ils sont dans le futur, dans l'espace. Ok, alors là je regarde la suite. Mais ouais, parfois on tombe sur des épisodes, c'est un peu bizarre. Et il y a un truc qui m'avait marqué aussi dans Doctor Who, quand j'ai commencé à regarder, c'est il se passe des trucs bizarres. Alors ça peut être des fantômes, des bestioles un peu bizarres ou un phénomène étrange, etc. Et au bout d'un moment dans l'épisode, à chaque fois, c'est bon. Alors de quelle planète êtes-vous? Au final, c'est toujours un extraterrestre qui se ramène et qui fait un truc bizarre. Donc au final, c'est vrai que c'est assez marrant, puisque et puis c'est vrai que le docteur, il est assez ouvert d'esprit, puisque tout pour lui n'est pas forcément du mal, du bien. Donc c'est forcément que quelqu'un a ses raisons, qui sont pas forcément des raisons qu'on comprend au premier abord. Il y a des cas de conscience qui sont abordés dans la série, qui sont assez spectaculaires. Et il faut savoir aussi que cette série, donc le premier épisode a été diffusé le 23 novembre 1963. Cette série au départ avait vraiment une vocation un petit peu éducative, et donc voilà, l'idée c'était et donc du coup ce qui fait qu'elle touche plein de générations différentes en Angleterre, et que autant de jeunes enfants comme des grands-parents peuvent continuer à la regarder aujourd'hui. Et donc l'idée c'était vraiment d'expliquer, mais d'une façon plus ludique, de grands événements historiques ou également de grands phénomènes scientifiques, et tout ça c'était vulgarisé par le biais d'une écriture qui était très pulp dans l'idée. Oui, et ce qui est impressionnant avec cette série, c'est que c'est du coup une série très familiale, parce que dès le début, elle tapait dans la famille. Alors même si après, il y a eu des scénarios de SF, vraiment. Après, la SF, elle est beaucoup plus appréciée en Angleterre qu'en France. Donc les gens qui sont adultes ou les personnes âgées peuvent aimer la SF, ce qui n'est pas forcément le cas chez nous. Et moi, ce qui m'avait frappé, c'était quand j'avais été au Doctor Who Experience à Londres, donc c'était une petite attraction. À l'entrée, il y avait un TARDIS, en fait, qui était au-dessus de l'entrée. Et puis on était dans la file d'attente, il y avait beaucoup de gens qui attendaient, et à côté de nous, il y avait un petit enfant qui était avec son grand-père. Et le gamin, il fait « regarde, grand-père, il y a un TARDIS », et le grand-père qui fait « oui, et en plus, c'est la dernière génération, machin et tout. » Ah merde. Effectivement, ça fait que ça crée des liens, du coup, au sein de la famille, puisque le grand-père, il devait peut-être regarder les vieux épisodes dans les années 70 ou 60, et puis le gamin, il regarde la série actuelle, et puis voilà, donc du coup, ils peuvent communiquer sur la série. Ce qui est assez unique, quand même. C'est très unique. Et d'ailleurs, maintenant, les acteurs qui jouent le docteur se racontent souvent qu'ils ont commencé en tant que fans du docteur, et que Tennant, ou moins Matt Smith, je crois, Matt Smith ne connaissait pas trop, il a découvert vraiment la série après avoir été casté, mais Tennant disait, mais moi, Doctor Who, c'est toute mon enfance. Donc voilà, on a vraiment ce passage de génération qui se fait, qui est assez unique. Bon, il n'y a pas vraiment beaucoup d'exemples de séries qui ont une telle longévité, en fait. Et du coup, c'est dommage. C'est vrai qu'en France, c'est arrivé relativement tardivement. Donc, du coup, on n'a pas tout cet attachement générationnel à la série. C'est vraiment plus discret. Et ça touche une petite communauté. Même si l'aura est quand même gigantesque. L'attachement en France, il se faisait dans les années 80-90 par les 6 grandes chaînes, 3 grandes chaînes avant même
hertzienne. Et puis bon, ils sélectionnaient les programmes. Doctor Who, on faisait pas partie. Alors, c'est vrai que les gens, ils ont été marqués par les séries américaines qui ont été diffusées sur ces chaînes-là. Mais au final, cette série n'ayant pas été diffusée, personne l'a vu passer. Quand tu y réfléchis, du coup, j'ai été plus marqué par Starsky et Hutch. Mais ouais. Franchement, c'est exactement Doctor Who, parce que Doctor Who ne passait pas à l'époque. C'est marrant parce que c'est exactement les exemples que j'avais dans l'esprit. Les gens, j'allais dire. Et encore, c'est pas la pire parce que quand tu revois des trucs comme Chips ou alors la A-Team. C'était quoi? C'est Agence Tourisme. C'est comment ils ont diffusé des trucs horribles, catastrophiques. Mais c'est parce que c'était de la SF et puis la SF ça marchait moins bien. Agence Tourisme, c'est indéfendable. C'est indéfendable, franchement. Tu vas voir les réactions sur le forum. On verra. C'est vrai. Je ne serai pas à défendre. Et donc, du coup, il y a plein d'événements qui sont créés. Donc, comme le Doctor Who Experience, dont vous avez parlé un petit peu. Donc, ça consiste en quoi exactement et qu'est-ce qui se passe dans ces grandes conventions qui réunissent des fans? C'est pas une convention, là, c'est une attraction. Et c'est une attraction, ok. C'est une attraction. Ouais. Alors, ça se présente comment? Ça se présente que tu as un petit musée que tu vois à la fin de l'attraction, donc avec tous les props originaux de la série. Alors, tu vois toutes les générations de Dalek, alors le petit, le grand, le machin, le bleu, le gris. Alors, ils sont magnifiques. Hein. Et tu te penches et puis tu vois les coups de marteau, puis les vis et tout, c'est rigolo. Mais c'est magnifique. Hein. L'expo, elle est super bien faite. Et puis, il y a beaucoup de traits d'humour. Genre, les toilettes sont situées derrière la Pandorica ou des trucs comme ça. Donc, je crois qu'elle existe encore cette attraction, mais à Cardiff, elle est à Cardiff. Parce que le cœur de production de la série maintenant est à Cardiff. Pour ça, il y a énormément d'acteurs gallois Et puis après, c'est une attraction. En fait, moi, ça m'a fait un peu bizarre parce que ça ressemble à des bureaux, quoi, avec un grand open space en fait, avec de la moquette, des néons et tout. Tu fais bon, qu'est-ce qu'ils vont faire là-dedans? Puis à un moment, tu rentres dans l'attraction et puis tu te retrouves dans l'espace. Et puis après, t'es entouré de Dalek. Et puis après, tu revois les scènes de la série avec les décors et tout. Et tu fais waouh. T'as le couloir plongé dans l'obscurité. Ouais, avec les les anges anges qui flashent. Et t'as les anges qui sont là. Alors ça, la série comprendront. Oui, d'ailleurs, je crois qu'ils l'ont atténué ou ils l'ont même supprimé à un moment parce que ça faisait trop peur aux enfants qui ne voulaient pas passer. Ah oui, quand les enfants, Dalek arrive, les enfants ils hurlent. Et tu te retrouves dans le TARDIS à un moment. Tu rentres dans le TARDIS, le petit machin, puis t'arrives dans le grand TARDIS. C'est tout en trompe-l'œil. Enfin, c'est vachement bien foutu. Et du coup, c'est à faire, vraiment. Et ce que j'aime beaucoup moi aussi avec la série, c'est que très souvent, lorsqu'on tombe sur un épisode, tout de suite, lorsque tu peux regarder un épisode avec des gens qui ont un attachement moins fort à la SF, par exemple, on remarque tout de suite les effets spéciaux qui peuvent être considérés comme un peu cheap, etc. Mais moi, je les adore, ces effets spéciaux, le design des robots, des créatures extraterrestres, parce que c'est toujours fait avec énormément de passion. Et même si on sent qu'ils n'ont pas beaucoup de moyens, et vraiment très peu de temps pour sortir régulièrement autant d'épisodes, c'est fait avec un immense amour, un vrai sérieux. C'est-à-dire, on n'est pas dans la parodie avec Doctor Who. On aborde et on embrasse le genre, c'est multiples genres, avec une vraie sincérité. Ouais, mais ça c'est pareil. Hein, les monstres en caoutchouc, nous on connaît pas trop, mais c'est vrai que les gens ont plus tendance à y croire à l'étranger parce qu'ils ont l'habitude. C'est un peu pareil avec Star Trek, d'ailleurs. Hein. Et avec Babylon 5 aussi, c'est pareil. Hein, quand tu vois les maquillages maintenant, tu fais waouh. Mais ceci dit, il faut voir aussi qu'à partir de la saison 4, je crois, ils ont eu une baisse de budget dans les épisodes. Alors c'est marrant parce que ça coïncide avec le moment où ils ont dit bon, on a moins de budget, donc on va faire moins de monstres en plastique et moins de décors, mais par contre on va tout mettre sur les effets spéciaux informatiques. Et là du coup, on a l'impression que ça devient des blockbusters chaque épisode parce qu'il y a plein d'effets spéciaux dans tous les sens. Du coup, les gens ils se sont dit waouh, ils ont mis plus de moyens. Bah non, en fait, ils avaient moins de moyens parce que ce qui coûte cher, c'est de faire des décors et de faire des monstres. Et c'est marrant parce qu'il y avait un épisode il y a pas longtemps dans un asile. Et l'asile des Daleks, je sais plus comment il s'appelle l'épisode. Asylum of the Daleks. Voilà, l'asile des Daleks. Et en fait, à un moment, il y a une explosion au milieu des Daleks. Et dans le making-of, qu'est-ce qu'on voit? On voit le décor avec les Daleks. Bon, allez, écartez-vous les mecs, ça va péter. Et ils font exploser le décor avec les Daleks. Et là, ils se disent, bon, ils avaient du budget, ils ont dit, allez, on va faire péter les Daleks pour de vrai. Et donc là, du coup, c'est pas un effet spécial, c'est une explosion. Un effet physique. Okay. Donc ils le font encore, ce genre de choses, mais c'est vrai que c'est de plus en plus rare parce que c'est des trucs qui coûtent très cher. D'ailleurs, une petite anecdote, en fait, j'ai le coffret DVD avec les tout premiers épisodes de 63, qui sont assez durs à regarder, mais le dernier DVD du coffret, c'est en fait un documentaire sur justement la jeunesse de la série. Donc on découvre plein de choses, notamment que le créateur de Doctor Who à la base c'est Sidney Newman, c'est le créateur de Chapeau melon et bottes de cuir, un autre monument de la télévision britannique. Et en fait, donc il avait nommé une productrice qui s'appelait Verity Lambert pour faire pour gérer en fait le tournage de la série, et un réalisateur dont je me rappelle plus le nom. Et donc ils ont commencé à tourner leur pilote. Sauf qu'ils avaient 3000 livres de budget pour tout faire. 3000 livres qui sont partis sur le TARDIS et le set du TARDIS de l'intérieur.
Et donc la contrôleuse de gestion de la BBC les a appelés, appelé la productrice, elle a dit oh là là, vous avez même pas encore tourné votre pilote, vous avez claqué tout votre argent, on va killer cette série tout de suite, on va arrêter les frais. Et la productrice a réussi à lui vendre en fait, à dire mais non, parce qu'en fait c'est un décor qu'on va réutiliser sur 24 épisodes, donc on va l'amortir. Et là la contrôleuse de gestion fait 24 épisodes, d'accord, comme ça va, donc 24 épisodes. Et d'un coup ils se sont retrouvés avec 24 épisodes de signés avec la BBC. Et ils ont fait génial. Magnifique. Sauf qu'en fait, ils avaient un seul plateau pour tourner, je pense pas forcément beaucoup plus grand que celui qu'on a à No Life. Donc ils l'avaient coupé en 4. Et comme pour gagner du temps, comme ils n'avaient pas beaucoup de budget, ils tournaient les scènes séparément avec les différents acteurs. Ça fait qu'en fait, le montage donne l'impression que les acteurs sont ensemble dans la pièce, alors qu'en fait pas du tout. Okay. Ils tournaient sur les différents mini-plateaux. C'était très plan séquence à l'époque, parce que les capacités de montage étaient très limitées. Par contre, j'ai vu très peu d'épisodes de 1963, mais j'ai été quand même impressionné par les fonds de décors à l'extérieur, où quand même pour l'époque c'est quand même assez réaliste et c'est très poussé, quoi. C'est du matte painting, c'était quoi? Ouais, enfin c'est du matte painting à l'ancienne avec des décors, des toiles peintes, quoi. D'accord. Donc du coup, cette ville là-bas, machin, et puis tu vois la ville, elle est belle, quoi. C'est un peu comme Forbidden Planet, quoi. Tu vois que c'est du matte painting, mais c'est quand même réussi. C'est magnifique. Moi, j'aime beaucoup le matte painting. Il y a vraiment des grands films qui ont, par exemple dans The Thing, t'as quelques plans qui sont faits avec du matte painting. Là c'est pareil. Donc, Blade Runner, bien sûr. Ouais. Par contre, après, c'est vrai que dans les années, un peu plus tard, là, quand il y a eu le 3e Docteur, ils sont passés en vidéo, donc super, la vidéo, trop bien et tout. Alors là, t'as le grain vidéo avec le bleu, le rouge qui dégueule un peu et tout. Bon, c'est un peu moins bien. Et puis dans les années 80, c'était, on va tourner dans les terrains vagues et tout. Bon, voilà, il y a des trucs qui passent vachement moins bien. C'est assez marrant. Au niveau technique, c'est vrai qu'il y a une évolution là en bien, puisque l'épisode pour les 50 ans, l'anniversaire des 50 ans de la série, va être réalisé et diffusé à la fois en 2D et en 3D. Donc ça, c'est réellement intéressant. Et donc du coup, on peut s'attendre peut-être comme ça touche de plus en plus de monde, que le phénomène est en train de se développer réellement de manière mondiale. Donc peut-être avoir un accès plus direct. D'ailleurs, ce 50e épisode, cet épisode pour les 50 ans, est diffusé en même moment partout à travers le monde, dans je ne sais plus combien de pays. Je crois qu'il y a 50 pays là en ce moment qui diffusent la série, donc c'est vraiment... Et dans beaucoup de cinémas, dans plein de pays, sauf la France. On n'a pas de diff en France aucun cinéma en France. Ok. C'est dommage, mais on est un peu en retard quand même là-dessus. Du coup. Quand on voit la carte, c'est un peu triste. On voit des TARDIS partout qui représentent les cinémas qui diffusent, et puis en France, il y a rien. Un petit mot sur le showrunner, donc des tout derniers en fait de la série Doctor Who en cours, qui s'appelle Steven Moffat. Et donc c'est quelqu'un qui est également connu pour avoir créé la série Sherlock et l'excellente série Sherlock, et qui a également contribué à l'écriture par exemple du long métrage Tintin, etc. Et c'est lui qui a écrit évidemment beaucoup d'épisodes qui ont marqué sur les dernières saisons de Doctor Who. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot un petit peu sur justement l'écriture de la série elle-même? Et peut-être un épisode qui vous aurait particulièrement marqué. Moi, j'en ai un. Il est récent. Je connais moins bien que vous. Moi, il y a beaucoup d'épisodes qui m'ont marqué. Il y a l'épisode des Anges qui marque beaucoup de gens, qui était du 10e Docteur, mais avec Steven Moffat. En plus, c'est un épisode où on voit pas beaucoup le Docteur. Mais effectivement, cet épisode, c'est un des épisodes qu'on utilise pour faire découvrir la série aux gens. En disant, et là, ils font, c'est un épisode ou un double épisode? C'est un épisode, et en plus, il est pas dans l'arc de la série, de la saison dans laquelle il se trouve, donc du coup, on peut le regarder indépendamment. Okay. Et après, il y a pas mal d'épisodes avec le dernier épisode de Noël, qui est très bien, qui fait un peu conte de fées, qui est vraiment super beau. Après, il y en a vraiment beaucoup. Hein. Toi, Julien, est-ce qu'il y en a un qui te vient à l'esprit un petit peu? Moi, en fait, c'est compliqué parce que Doctor Who, j'aime tout. J'aime tous les docteurs, j'aime tous les scénarios, j'aime tous les épisodes. Moi, je suis pas difficile. Je sais que j'ai adoré à l'époque le premier épisode du 11e Docteur parce que même si le 10e Docteur c'est pas mon docteur préféré, c'est quand même un personnage attachant. Donc quand il se régénère, on est un peu triste de le voir partir. Quand même, il a marqué beaucoup de gens, je pense. Et en un épisode, c'est un épisode écrit par Moffat d'ailleurs. Pour moi, il m'avait vendu le 11e Docteur. C'est bon, j'avais oublié le précédent. Ça, c'est très très fort. Hein. Parce qu'en plus, David Tennant était très 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 apprécié. Et d'ailleurs, à Doctor Who Experience, il repassait, il y avait le TARDIS du 10e Docteur avec la scène. Le Docteur rencontre le Van Gogh. Donc du coup, une nouvelle fois, il y a beaucoup de voyages à travers le temps, etc. Et ensuite, avec. Et donc, du coup, avec la vie horrible qu'a pu vivre le peintre. Et est-ce que c'est du spoil si je raconte la fin? Et la fin, je la trouve vraiment très très belle. Où tu as une prise de conscience de l'artiste. Enfin, c'est vraiment. Justement, pour moi, ça définit un petit peu ce qu'est cette série. C'est cette notion de sincérité. Et à la fois, tu apprends des choses et en même temps,
t'as une vraie émotion qui passe par toutes ces références, mais également par la qualité de l'écriture et de l'interprétation. Il y a aussi quelque chose qui est impressionnant sur la longévité de cette série, c'est qu'ils sont très peu revenus sur ce qu'ils avaient fait avant. C'est-à-dire qu'en fait, il va pas y avoir un épisode où on va vous dire ah bah finalement ce qui avait été dit il y a 30 ans c'est pas vrai et tout machin. Alors, bon, au début, dans tout début de la série, il y a des choses qui ont changé, mais après très peu. Et c'est vrai que parfois dans les épisodes, ils font référence à des trucs qui se sont passés 25 ans avant. Et puis ça marche, quoi. Ça colle. Ça c'est très très fort aussi. Moi, je vais en profiter qu'on parle de ça pour évoquer un petit truc vite fait. En fait, pour ceux qui veulent découvrir ceux qui lisent l'anglais déjà et qui veulent découvrir les premières aventures des premiers Docteurs, je vous avais parlé dans un des 6 je sais pas si je l'avais assez haut comme ça, voilà, ça m'a l'air bien, du jeu de rôle Doctor Who qui s'appelle An Adventure in Time and Space. Ils sortent là pour les 50 ans une série de suppléments, un par Docteur. Et en fait, dans chaque supplément, ils retracent, pour une page qui n'a pas trop d'infos de jeu de rôle, en fait, ils vont retracer chaque aventure du Docteur, résumée avec des photos, voilà, une explication de ça a été repris après dans tel autre épisode. Et donc, c'est un peu plus agréable que de regarder les vieux épisodes. C'est parfois plus simple, parce que les vieux épisodes, parfois. Puis en plus, il y a des épisodes qui ont été perdus. Oui. Donc ça, c'est un grand problème. Et d'autres qui sont retrouvés. Certains sont retrouvés. Ça, c'est les archivages. Oui. Bon, ça, c'est parce que on a retrouvé une vieille cassette qui prenait la poussière. On l'a mis. Tiens, c'est des Doctor Who. Allô, la BBC, on a retrouvé un truc. Ça vous intéresse? Envoyez-les-nous tout de suite. Une station télé en Afrique, je sais plus, au Nigeria, qui a retrouvé comme ça 8 épisodes. Bon, ça pour ceux qui savent pas, c'est que la BBC dans les années 60, ils effaçaient leur master parce qu'il n'y avait pas cet esprit de la télé, c'est important, il faut conserver tout ce qu'on met. C'était un peu comme la radio. La radio faisait du direct. On n'a pas besoin, ça va pas être diffusé de toute façon, donc on s'en fout. C'était plus du théâtre en fait. Voilà. D'ailleurs, les très théâtre filmé. Donc voilà, il n'y avait pas cet aspect conservation. Et c'est dans les années 70 qu'ils se sont dit, mais c'est bête, on n'a rien gardé. Donc voilà, c'était un peu compliqué. Et dans l'épisode du coup diffusé pour les 50 ans de la série Doctor Who. Donc on aura le 10e et le 11e, non, oui c'est ça, le 10e et le 11e Docteur. On sait qu'un 12e Docteur va arriver, donc ce sera pas dans cet épisode, a priori ce sera dans l'épisode spécial Noël, qui sera diffusé plus tard, donc ce sera également un nouvel événement. Mais en tout cas pour l'événement qui a lieu là en ce moment, donc le 23 novembre, vous allez regarder l'épisode en télé, vous avez prévu quelque chose de particulier, genre une soirée entre potes, ou alors aller dans un ciné à l'étranger? Moi je pense que je vais le regarder sur France 4, qui va diffuser, puisqu'il va diffuser au même horaire qu'en Angleterre. Ceci dit, en Angleterre, il va y avoir des choses supplémentaires, il va y avoir un biopic sur le début de la création de la série qui va passer avant, il va y avoir certainement des événements spéciaux après qu'il ne va pas y avoir sur France 4. Je crois que France 4, ils font une petite soirée quand même. Ils font une petite soirée qui est très très bien, mais je pense qu'ils ne peuvent pas tout passer parce qu'il va y avoir des choses en direct, je pense, et qui ne seront pas sous-titrées. Donc voilà, on peut peut-être essayer de voir la BBC. Je crois qu'il y a BBC Entertainment qui passe la soirée. Donc je pense qu'on peut l'avoir sur le câble statique, je suis pas sûr. Ok, à checker. Et sinon, après oui, voilà. Après il y a le cinéma, je crois que tu vas le voir au cinéma. Alors j'ai essayé d'avoir des places pour aller voir au cinéma, malheureusement le cinéma, parce que au moment où vous me voyez là, en fait, je suis en Angleterre pour aller à la convention spéciale 50 ans de Doctor Who et tout ça. Et donc avec un groupe d'amis, on essaie de prendre des places et en fait si tu n'es pas résident aux fans, on va voir, est-ce qu'il va être là, est-ce qu'il va être à la soirée spéciale, on ne sait pas, puisque c'est vrai qu'on l'a jamais revu depuis, dans Doctor Who. La réponse dans quelques heures. Et puis voilà, non, puis c'est vrai que Stephen Moffat, il est très très fort dans tout ce qui est écriture de paradoxe temporel. Et donc ça, c'est le truc qui s'y prêterait vraiment bien. Après, est-ce qu'il a fait autre chose? C'est vrai que malheureusement, beaucoup des acteurs qui faisaient le Docteur dans les années 80, c'était dans les années 80. Voilà. Physiquement, ils ont beaucoup changé. C'est difficile de justifier pourquoi ils paraissent tellement plus vieux, alors qu'à la fin de leur carrière en tant que Docteur, ils ressemblaient pas du tout à ça. Donc, est-ce qu'ils ont trouvé des astuces pour les intégrer dans l'épisode? Je pense ça m'étonnerait quand même qu'il n'y ait pas au moins un clin d'œil ou quelque chose. Maintenant, sous quelle forme, ça va être la grande découverte. Il y avait un épisode récent où on voyait des incrustations des vieux Docteurs. Alors c'était marrant parce que les sources sont tellement différentes qu'on voyait que c'était des incrustes, mais ça fait quand même plaisir. Donc voilà, la question c'est, est-ce qu'il faut s'empêcher de faire plaisir aux gens malgré les problèmes techniques? La réponse de la BBC a toujours été non. Si on peut se faire plaisir, on se fait plaisir, on fait plaisir aux gens. Donc voilà, je pense qu'on aura certainement de belles surprises. Ce que Moffat a toujours dit, c'est que c'est pas la nostalgie pour faire la nostalgie, il faut que ce soit justifié par une bonne histoire en fait. Donc Moffat ne nous déçoit pas. Et puis il va certainement préparer la suite, donc le 12e Docteur. Le 12e Docteur, on ne sait pas si ça sera vraiment le 12e du coup. Mais donc là, ce qu'il disait, c'est que cet épisode allait poser les bases de la suite. Okay. Voilà.
Donc un épisode essentiel à ne pas louper. Merci beaucoup d'avoir partagé avec nous votre passion pour la série Doctor Who. Et on se retrouve très vite pour un prochain Extra Life. Salut tout le monde.